Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la TMTV. Les titres. Sénégal, Macky Sall confirme son départ en avril sans date d'élection. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition. Infrastructure sportive, le ministre des Sports lance les travaux du stade de Tombouctou, élément de réponse au cours de cette édition. Pour une meilleure communication sur les idéaux de l'AS, les autorités envisagent l'implication de la presse. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais tantôt dans les titres, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'infrastructure civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, a posé le 15 février dernier la première pierre du stade de Tombouctou. Les travaux seront exécutés sur 2 ans comme prévu dans le programme. La pose de la première pierre marque la concrétisation d'une promesse présidentielle. Lettre présidentielle. En effet, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avait promis de construire un stade ultramoderne à Tombouctou au mois de juillet dernier à Kaï lors de la relance du chemin de fer. 7 mois plus tard, il s'engage à honorer cette promesse à travers ce coup d'envoi donné par le ministre des Sports. Suivons cet élément. De façon de faire, on va dire. Et des fois, ce n'est pas aussi évident. Donc, ça demande beaucoup d'adaptation. Mais je pense que je viens également avec mon expérience d'un autre côté qui permet de combiner avec l'expérience de ceux que j'ai trouvés ici à avoir une dynamique quand même positive et à être un peu plus concret peut-être dans nos initiatives et à responsabiliser davantage. Je pense qu'à ce stade aujourd'hui, j'ai vu quand même que, en premier lieu, nous sommes dans un environnement qui n'est pas aussi évident où tous les paramètres ne dépendent pas du département. Nous avons des paramètres qui dépendent d'autres départements, qui dépendent d'autres aspects, d'autres facteurs. L'autre chose, c'est qu'en tant que ministre, lorsque tu parles, heureusement, malheureusement, si tu ne fais pas attention, ça devient une question politique. Donc, tu es obligé de mesurer tous les mots, ce qui n'est pas très évident pour moi qui vient d'un milieu où on dit vraiment tout ce qu'on pense. Mais je n'ai pas forcément envie également de me cloîtrer à ne pas dire ce que je pense. Hein, je dis vraiment ce que je pense et ça permet également de pouvoir communiquer et de dire véritablement les choses et on peut débattre et discuter là-dessus. J'ai compris également qu'il y avait plus on dit la vérité, plus les gens sont prêts à travailler avec vous. Parce qu'on le dit honnêtement et on dit ce qu'on pense, parce que c'est ce qui est et ça n'a pas d'autre contour. Je pense que ça facilite la collaboration. Et c'est pour cela que je me prête à ce jeu-là, en réalité. Beaucoup peuvent penser que c'est un jeu qui est risqué. Pour moi, c'est de dire qu'est-ce que nous sommes en train de faire et qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire. Si nous ne pouvons pas le faire, je vous le dirai, nous ne pourrons pas le faire. Et c'est parce que nous ne pouvons pas le faire. Mais je pense que si vous savez que nous ne pouvons pas le faire et avec les autres partenaires du département, ça nous permet de nous donner la main et de voir comment améliorer les choses ensemble. Et à ce stade, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai également appris. Et c'est pour cela que nous nous rapprochons énormément de nos partenaires. Vous, la presse sportive et les autres membres de la presse, également les fédérations et d'autres partenaires. Nous nous rapprochons d'eux pour leur expliquer, pour leur dire ce que nous avons comme problème, mais également leur dire ce que nous avons comme succès. Mais également prendre les décisions qu'il faut prendre, parce que des fois, il faut prendre les responsabilités. Et ces responsabilités-là, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais il faut les prendre parce que ça fait partie du jeu. Et surtout, appliquer les textes. Je pense que la seule façon de pouvoir se couvrir aujourd'hui, c'est d'appliquer uniquement les textes. Ça peut ne pas plaire, ça peut ne pas être correct, mais ce sont les textes et c'est ce qui est écrit. Si on fait autre chose qui ne sont pas adaptés au texte, malheureusement, ça peut être mal interprété, ça peut créer d'autres styles de problèmes. Donc en fait, moi, c'est ce que j'ai appris en ces 100 jours-là pour le moment. Le problème des fédérations, oui, il y a beaucoup de fédérations qui ont des problèmes. Des problèmes liés à leur propre gestion. À un moment donné, et c'est ce que nous sommes en train de faire comme travail,
ça va être rendu obligatoire. Vraiment, et nous sommes en train de travailler, parce que vous savez, les fédérations reçoivent des délégations de pouvoir de l'État. Et ces délégations de pouvoir que nous sommes en train de faire devraient être entérinées par un document qui montre que telle fédération est reconnue par le département pour faire la promotion de telle autre discipline. Et ça, nous allons faire un événement où on va remettre ces éléments-là aux fédérations. Donc, on est en train de travailler sur ça. Il y a des éléments de texte qui nous avaient échappé, sur lesquels nous sommes en train de travailler. Toutes les fédérations qui vont recevoir l'autorisation officiellement, pour nous, ce sont les fédérations que nous allons reconnaître. Et ces fédérations, également, nous allons leur donner un délai pour s'adapter au statut type. Et toutes les fédérations qui ne vont pas le respecter, nous serons obligés de prendre aussi des décisions. Donc, à ce stade aujourd'hui, c'est le travail que nous sommes en train de faire pour les fédérations. L'autre chose, c'est que nous avons beaucoup de fédérations qui veulent bien faire, qui sont en train de se sacrifier, qui sont en train de travailler dur, qui amènent les athlètes à l'extérieur pour faire des compétitions pour le Mali, parce que lorsqu'ils gagnent, c'est le Mali qui gagne. Mais malheureusement, nous n'avons pas le budget d'accompagner tout le monde. Et ça, c'est une difficulté et nous sommes en train de travailler sur cela. Nous n'avons pas les budgets pour accompagner tout le monde. Mais nous sommes en train de travailler, comme je l'ai dit lors de mon introduction, nous sommes en train de travailler pour voir à créer des ressources à travers certaines de nos infrastructures pour essayer d'accompagner certaines des disciplines et leur permettre au moins de pouvoir avoir quelques accompagnements du département. Donc ça, c'est vraiment un travail que nous sommes en train de faire. Concernant les salaires, je crois que la dernière fois, j'avais parlé de cela en disant on avait eu un mandat par rapport à 400 millions qu'il fallait distribuer pour les entraîneurs depuis 2019. Et ça, c'est un travail que nous avons fait, qui a été accepté. Ce paiement... La transition est sûrement en train de mesurer l'erreur qu'il a consisté à négliger la presse nationale dans les efforts de construction du pays. Au moment où les questions géopolitiques sont au centre des préoccupations, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale, fait un clin d'œil aux médias. À Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso, il a plaidé pour l'implication des médias dans la concrétisation des idéaux de l'Alliance des États du Sahel. Mais la presse malienne est servie de toute aide publique depuis l'avènement de la transition. Suivons cet élément. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, Niger et Burkina Faso ont recommandé vendredi la création d'une confédération avec pour ambition de parvenir à terme à une fédération. Ces pays ont créé ensemble une alliance des États du Sahel qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des trois États et des liens économiques renforcés. Durant la réunion qui visait à rendre plus concret le mode de fonctionnement de la nouvelle alliance, les trois ministres ont insisté sur la diplomatie, la défense et le développement pour consolider l'intégration politique et économique entre leurs trois pays. Réunis le 25 novembre, les ministres de l'économie et des finances avaient recommandé la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement, ainsi que la mise en place d'un comité chargé d'approfondir les réflexions sur les questions d'union économique et monétaire. Les conclusions seront soumises aux chefs d'État qui doivent se réunir très bientôt à Bamako, selon le chef de la diplomatie malienne. À présent, le président sénégalais Macky Sall a annoncé hier lors d'une allocution télévisée que son mandat prendra fin en avril comme prévu, mais sans préciser de nouvelles dates pour l'élection présidentielle qui devrait initialement se tenir ce dimanche. Macky Sall, qui achève 2 mandats présidentiels, avait repoussé l'élection de 10 mois, invoquant des litiges non résolus concernant les candidatures admissibles. Cependant, cette décision a été
invalidée par la Cour constitutionnelle du Sénégal, la qualifiant d'illégale. Lors de la prise de parole, Macky Sall a affirmé qu'il respectait son mandat jusqu'au 2 avril. Néanmoins, il reste incertain sur un nouveau président qui pourrait être élu d'ici là. Pour plus d'explications sur la question, avec moi sur ce plateau, M. Mohamed Cissé. Bonsoir, M. Mohamed. Bonsoir, Mme Fatal. Que pouvez-vous nous dire également sur l'allocution du président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui prendra fin également son mandat le 2 avril prochain? C'est vrai, hier, le soir à 19h, le président Macky Sall a accordé un entretien. Un entretien qui a été fait par 3 organes de presse sénégalais. Et au cours justement de cet entretien, on lui a posé la question par rapport à la fixation du calendrier électoral. Il a dit que pour cela, il va ouvrir un dialogue, une consultation. Il va inviter les candidats retenus et les candidats recalés. Donc c'est à l'issue justement de ce dialogue-là, s'il y a un consensus, à partir de ce moment-là, ils vont fixer un délai, une date pour les élections. S'il n'y a pas un consensus, à partir de ce moment, il va renvoyer cette affaire devant le Conseil constitutionnel. Exactement, sur ce point, nous avons aussi remarqué que tous les partisans et les opposants ne sont pas pour cette idéologie de passer en consensus avec les autres. Ah oui, on a entendu effectivement les responsables politiques qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, parce que le cadre de dialogue, ce n'est pas un cadre légal. Ce n'est pas à l'issue de ce cadre-là que le président va fixer le calendrier électoral. À partir du moment où le Conseil constitutionnel, au moment où il a rendu sa décision, il a demandé au président de la République de fixer le calendrier électoral dans les meilleurs délais. Donc avant le 2 avril, parce que c'est le délai à partir duquel le président va rendre le tablier, va quitter le pouvoir. Donc le juge, donc le président, ce qu'il doit faire, c'est de se conformer à cette décision du Conseil constitutionnel, les 7 sages. Donc à partir de la date à laquelle le Conseil constitutionnel a pris sa décision, avant le 2 avril. Alors je vous rappelle que le Conseil constitutionnel s'est fondé sur articles 27 et 103. Ces dispositions-là sont relatives à la durée et le nombre de mandats. Donc, comme on le dit, nul n'a le droit de briguer plus de 2 mandats consécutifs. Donc, la durée, c'est 5 ans, le nombre de mandats, c'est 2 ans. Donc, le président doit faire en sorte, comme l'a exhorté le Conseil constitutionnel, en complicité avec l'administration compétente, la Direction générale des élections et la Direction de l'automatisation des fichiers, et les maires, les préfets, de faire en sorte d'organiser l'élection présidentielle avant le 2 avril. D'accord. Et avec cette décision du président de la République, est-ce que avez-vous constaté que la population sénégalaise est satisfaite de cette décision du président hier? Alors, comme je le disais tout de suite là, au moment de l'entretien, tous les regards étaient braqués, les 18 millions, notamment les 7 millions de Sénégalais qui sont inscrits sur le fichier électoral, attendaient du président à ce qu'il prenne cette fois-ci la décision de proposer, d'annoncer un délai pour le calendrier électoral, comme l'a exhorté le Conseil constitutionnel, de faire en sorte de fixer un calendrier électoral. Alors, vous savez pourquoi le Conseil aurait pu fixer lui-même le délai du calendrier électoral, mais il a laissé ce domaine-là. Ce domaine-là est réservé au président de la République. C'est un domaine réglementaire. Donc c'est le président qui doit prendre un décret pour convoquer un nouveau corps électoral, comme il l'a fait de par le précédent. On l'a vu tout récemment, lorsqu'il y a eu ce litige-là, lorsque la candidature de Karim a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Vous savez, je vous rappelle que le Karim a accusé les 2 juges d'avoir commis la corruption. Et tout de suite, Karim a saisi le Parlement pour mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire. Et à l'issue de cette commission d'enquête parlementaire, on a ouvert une séance plénière où une loi constitutionnelle a été adoptée, c'est ce qui a acté la décision du président de la République pour reporter
justement cette élection présidentielle. Et le juge, sa décision est intervenue pour annuler ce report-là. Il a estimé que cette décision n'a pas une base légale et par ailleurs, même le décret pour abroger celui précédent n'a pas une base légale. Donc la population, pour la plupart, ne sont pas satisfaites. Mais quand même, on attend, puisque le président a dit qu'il va ouvrir un dialogue, une consultation. On espère qu'à l'issue de cette consultation, de ce dialogue-là, il arrivera à trouver un consensus, un compromis avec les candidats retenus et les candidats recalés. Alors, la question que les opposants se posent la question, les personnes qui sont conviées à ce dialogue-là, ce sont les candidats retenus et les candidats recalés. Alors, les candidats recalés, pour certains, ils souhaiteraient à ce qu'on reprenne tout le processus. Par contre, les candidats retenus, ils souhaitent à ce que le processus suive son cours. D'accord. Justement, cette question cette date du 2 avril qui retient aussi notre attention, l'attention de toute la population sénégalaise. Et vous avez dit dans vos propos, tout justement ici, qu'il est donné au soin au président de la République de mettre sur pied une commission électorale pour organiser les élections présidentielles. Oui. Convoquer un corps électoral. Voilà, convoquer un corps électoral. Et d'ici là, d'ici le 2 avril, si le président n'arrive pas à mettre ça sur pied, et il est forcément là, il a dit dans ses propos qu'il ne sera plus considéré comme président de la République du Sénégal. Alors, à travers cela, comment est-ce qu'ils vont faire maintenant? Alors justement, quand la question a été posée, c'est une très bonne question, quand la question a été posée au président de la République, si l'élection n'arrivait pas à se tenir avant le 2 avril, oui. est-ce qu'il va rendre le pouvoir? Il a répondu en ce terme que l'élection peut se tenir avant ou après. Alors si l'élection se tient après, il va attendre à ce que son successeur arrive au pouvoir. Et à partir de ce moment, il va se décider de partir. Et que de toute façon, et qu'il sait que son mandat va se terminer le 2 avril. Donc que la population, surtout l'opposition, n'ait aucune inquiétude. Donc à partir de cette date-là, il va partir. Et d'ailleurs, l'une des raisons de ce dialogue-là, c'est de faire en sorte de pacifier, apaiser l'espace politique. Aujourd'hui, on voit le Sénégal est confronté à une crise politique, une crise institutionnelle. C'est la raison pour laquelle il a exhorté son ministre de la Justice, garde des Sceaux, Aïda Sall, en collaboration avec le procureur général, de faire un projet de loi en vue d'accorder une amnistie aux personnes qui auraient commis une infraction au moment de la manifestation intervenue en 2021 et en 2023, et on a vu la libération de beaucoup de responsables politiques. Alors, la ministre dit on ne peut pas les appeler détenus politiques, mais c'est des personnes qui ont violé la loi. Donc, par conséquent, on les a arrêtés. Alors, cette libération-là, c'est une libération provisoire. C'est une libération provisoire. Vous voyez? Donc, le président, on attend, comme je le disais tout de suite là, on espère qu'il finira par trouver un consensus, un compromis avec toutes les forces vives de la nation. De la nation. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en globalité sur cette affaire et comment sensibiliser la population jusqu'à présent pour qu'elle puisse se tenir calme avant l'organisation de l'élection présidentielle, avant ou après le 2 avril? Alors, avant de lancer un message d'apaisement, je veux préciser une chose. Parce que là, vous avez posé une question très importante. Si le président arrivait à dépasser le délai de son mandat qui est prévu le 2 avril, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait s'ouvrir un conflit. Il pourrait y ouvrir un conflit entre le président de la République, le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, surtout avec le Conseil. Parce que s'il dépasse, est-ce qu'en ce moment, le Conseil constitutionnel, il va dire oui, le président, ce n'est pas normal de dépasser le délai. Donc, il faut faire en sorte d'organiser les élections avant le 2 avril. Alors, dans ce cas, est-ce que le président va peut-être penser à dissoudre le Conseil constitutionnel? S'il tente de le faire, en ce moment, le Conseil va retorquer
comme le disait un juriste agrégé à l'université de Cheikh Anta Diop, le Conseil va retorquer en disant, le président, vous venez de dépasser le délai de votre mandat. Donc, si le président dépasse le délai de mandat, en ce moment-là, on peut penser à une transition politique. Et ça, c'est le président de l'Assemblée nationale qui va devoir assurer l'intérim. Et là, je pense qu'on ne va pas en arriver là, parce que le président l'a dit, comme je viens de le dire, qu'il va rester au pouvoir jusqu'à ce que son successeur arrive. Alors, le message d'apaisement qu'il faut lancer à l'endroit des Sénégalaises et des Sénégalais, qui attendent du président la fixation du délai de calendrier, notamment les électeurs, les 7 millions d'électeurs qui sont inscrits sur le fichier électoral. Et puisque le président a décidé d'ouvrir un dialogue, une concertation, donc attendons, prions à ce que ce dialogue aboutisse sur un compromis en consensus, c'est ce qu'on espère bien, pour enfin sortir de cette impasse, de cette crise politique et institutionnelle qu'on est confronté depuis 2021 jusqu'en 2024. Et surtout, ça s'est renforcé en 2024 lorsque Karim Wade, le candidat dont la candidature a été rejetée, a décidé de saisir le Parlement pour mettre en place une commission d'enquête au cours de laquelle une loi constitutionnelle a été adoptée. Et c'est ce qui a reporté, c'est ce qui a validé le report pris par le président de la République. D'accord. Donc, merci beaucoup, M. Mohamed Sissé. Et voilà, c'était là les propos de notre invité, M. Mohamed Sissé, sur ce plateau. Avant de terminer, nous allons passer à l'actualité internationale de cette édition, en bref, en son et en images. Très bonne nouvelle pour les populations. Au Burkina Faso, le gouvernement Ibrahima Traoré est engagé à faciliter la circulation des personnes et des biens dans cette démarche. Il a lancé ce samedi un grand projet d'un montant de 124 milliards de francs CFA pour faciliter la mobilité et le développement de Ouagadougou. Bobo Dioulasso Kaya, le projet qui va durer 60 mois, a été porté sur des fonds baptismaux. Ce 17 février 2024 à Bobo Dioulasso a rapporté des serveurs de communication du ministère en charge des transports. Ainsi, selon les autorités burkinabées, la ville de Bobo Dioulasso va absorber un investissement total de 51 milliards de francs CFA et 29 milliards de francs CFA pour les deux autres villes, ainsi que 14 milliards de francs CFA pour Ouagadougou. Au Bénin, la capitale économique béninoise, un projet d'envergure est sur le point de voir le jour. Le gouvernement au Bénin s'apprête à injecter la balle de 47 milliards de francs CFA dans la construction d'un tout nouveau port de pêche à Cotonou, un chantier ambitieux qui marque une nouvelle étape dans la relance et la modernisation du secteur. Cet investissement colossal, entièrement dédié aux activités de pêche artisanale et semi-industrielle, sera partiellement financé grâce à un puissant soutien extérieur. Le Bénin en a effet reçu à décrocher auprès des Pays-Bas un généreux don de près de 24 milliards de francs CFA. La RDC appelle à des sanctions contre le Rwanda. Les États-Unis, l'Union européenne et depuis mercredi la France ont tous reconnu et dénoncé le soutien du Rwanda au groupe rebelle M23 qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette reconnaissance internationale de l'implication rwandaise dans le conflit armé qui ravale la région depuis des décennies est perçue comme une étape importante par les autorités congolaises. Cependant, elle estime que ces mesures ne suffisent pas à elles seules à mettre fin au soutien rwandais au M23 et appelle à des sanctions plus fermes à l'encontre de Kigali. Voilà, c'est ce qui me fait donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique.